Culture Soccer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Donc, ça va être un très bon épisode aujourd'hui de CS à l'érable. Et comme vous pouvez le douter, c'est pas Adi Raphaël qui anime aujourd'hui. Il est remplacé par moi-même, Anthony Delarenne. Et comme à l'habitude, on est rejoint par Daniel Cameron. Ça va bien, Daniel? Salut Anthony, ça va bien, merci. Et toi, ça faisait longtemps? Oui, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu à CS à l'érable et ça s'avère que une des premières fois que je viens, c'est en tant qu'animateur, donc c'est parfait comme ça. Épisode assez chargé aujourd'hui, enfin de l'actualité de Canadian Premier League, que ce soit avec les maillots et je crois que personne s'en attendait. On avait perdu espoir, mais finalement un tournoi pour la saison 2020. Donc, assez excité de tout ça. Donc, épisode assez chargé avec plusieurs informations. On va vous expliquer le format. On va vous donner notre opinion également. Mais avant tout, commençons avec les maillots, car les maillots visiteurs pour la saison 2020 ont été révélés récemment par Macron. Il y a à peine une semaine, si vous nous écoutez lorsque le podcast sort. Donc, oui, c'est des maillots assez intéressants ils ont à peu près tous la même thématique. Je ne sais pas, Daniel, si tu veux nous en parler un peu? Eh bien oui, ils ont appelé ça City Edition. C'est des maillots noirs avec quelque chose une emblème qui représente l'équipe au milieu, là, avec le nom de l'équipe derrière, le nom de la ville derrière. Honnêtement, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ça, c'est le genre de maillot troisième, là, même pas deuxième d'habitude. Honnêtement, là, pas un away jersey. Moi, je trouve ça un peu... ça manque d'originalité quant à moi. Après, il y en a qui sont pas pires. Là, si on les fait un par un, ben, il y a les HFX Wanderers avec le pont qui est montré derrière, c'est Halifax en bleu mer. Ottawa, il y a comment ça s'appelle, il y a le Parlement en avant et une partie du Parlement. Ouais. Et derrière, c'est écrit Ottawa. Également, York 9, il y a la map de York 9. Pardon, il y a la map de la région de York avec les 9 municipalités. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Calgary, ben, il y a les Rocheuses. Ça, je veux dire, ça aurait peut-être pu être plus original et montrer peut-être quelque chose de plus urbain, là, parce que les Rocheuses sont quand même assez loin de Calgary. Également, Edmonton, ben, il y a le building de la législature qui ben, le gouvernement... parce que Edmonton est la capitale provinciale de l'Alberta, là, donc c'est pour ça qu'ils ont l'Assemblée législative de l'Alberta, pardon. Également, Fort FC, ben, c'est le Gore Park, la fontaine de Gore Park. Je crois qu'on les a toutes faites. Oh non, bien sûr, on a oublié le Pacific FC. Ben, ouais. C'est le Fitzguard Lighthouse, qui est un phare, qui est le premier phare de la côte ouest canadienne. Et derrière, c'est écrit Van Isle, parce que le club se dit être le club de toute la région, là, de toute l'île de Vancouver, pas juste la Victoria ou Langford ou autre. Exactement. Donc, c'est ça. Oui, et si tu peux me donner ton préféré et celui que tu aimes le moins, pour ta part, ce serait lesquels? Préféré, honnêtement, je dois avouer que j'aime bien celui de Ottawa et j'aime bien aussi celui de York 9. Même malgré que j'aime pas le principe de la map pour York 9, je trouve que la lumière fluo sur le vert fluo sur noir, ça fait un très beau contraste. Celui que j'aime le moins... Ah oui, on a oublié, ben oui. Voilà pourquoi j'ai oublié, parce que c'est celui que j'aime le moins. Celui de Valor. Honnêtement, je trouve pas ça très beau. Pourtant, ils ont souvent eu des beaux chandails
l'année passée ou leur chandail à domicile cette année. Oui, en fait, Valor, c'était une photo du Provincial Bridge, qui est un pont, et également, en fait, il y a le Provincial Bridge, il y a le Musée canadien des droits de l'homme et Fort Garry Place. Fort Garry Place, c'est 3 lieux qui sont représentés. Je trouve que ça fait un peu trop, là. Ça s'emboîte pas bien. Donc, moi, je dirais ça, là. C'est Valor que j'apprécie le moins bien, là. Et toi? Ouais, ben moi, de mon côté, celui que j'aime le plus, c'est celui de Pacifique. C'est un peu celui qui est le plus utile. Je trouve que, par exemple, celui du Valor ou même de York Knight, on comprend vite le concept, tandis que celui du Pacifique, c'est peut-être celui qui, selon moi, ressort le plus du lot. Euh, Quelqu'un qui connaît pas le concept et tout pourrait penser que c'est un simple motif. Et ceux qui connaissent bien la place, ben, ils peuvent très vite reconnaître le phare. Donc, c'est bien. Tandis que, selon moi, celui de York 9, c'est celui que j'aime le moins. La map, pas très originale. On fait s'en entendre avec York 9 avec les 9 municipalités. Mais également, je trouve que la police utilisée pour le nom des municipalités est assez moyenne. Donc, ça serait pas mal ça pour moi, mon préféré et celui que j'aime le moins. Donc, au moins, il y a eu les maillots visiteurs de sortie. Macron aurait pu faire un peu plus original pour sa deuxième édition des maillots visiteurs, mais c'est peut-être même une demande de la Ligue. Donc, il ne faut pas trop rapidement jeter la pierre sur l'équipementier. Mais si on continue vraiment vers le vif du sujet, on pourrait dire le gros morceau du podcast, c'est finalement, il y a eu une annonce pour la suite de la saison de la CNPL pour la saison 2020. On sentait que les fervents partisans de la CNPL commençaient à s'impatienter. On le voyait sur Twitter, sur Facebook, vraiment, là, on attendait une nouvelle. Et, et la nouvelle a finalement là, a été annoncée après que pas mal toutes les ligues aient recommencé ou au moins aient dit leur point de vue sur le sujet. Donc, toi, tout d'abord, là, Daniel, comment là, t'as pris ça, la façon comment la CNPL a géré ça, de vraiment faire silence complet jusqu'à temps que l'annonce soit finalement là, révélée là, vers la fin juillet, oui. Eh bien, j'ai trouvé ça dommage. Ça, on en a parlé la semaine passée avec Tristan et Hadi. Euh, Ça manquait peut-être un peu de transparence. Tu sais, on va être honnête, tu sais, on a invité David Canahan à l'époque. Tu sais, il avait dit qu'il y avait plusieurs scénarios, puis c'était au début de la pandémie. Mais je veux dire, je doute pas de leur bonne foi. C'est juste que il y a des joueurs et il y a des fans qui attendent, là. Et je veux dire, les fans, oui, c'est pas eux qui décident, mais ça reste eux les clients, là. Et les joueurs, ben oui, c'est eux qui vont avoir voir leur vie affectée à travers ça, là. Puis là, regarde, même au niveau des joueurs, il y a beaucoup de joueurs étrangers qui malheureusement ils pourront pas revenir et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Même les joueurs, tu sais, comme on en parlait la semaine passée, il y a des joueurs qui écrivaient sur Twitter et tout, puis qui semblaient s'impatienter. Donc je trouve ça dommage, mais puis surtout que la Ligue aurait pu, vu le contexte canadien dans lequel il n'y avait pas beaucoup de cas et tout, la Ligue aurait pu profiter de ça pour faire une saison, pour limiter les dégâts, faire une saison un peu plus longue, un semblant de saison ou carrément euh, commencer avant les autres ligues nord-américaines, tout sport confondu. Là, on a perdu un peu l'avantage stratégique de pouvoir être premier, mais en même temps, là, par exemple, le NWSL, la MLS ont déjà fini. Ben là, la MLS va peut-être reprendre, risque de reprendre. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu capitaliser sur l'effet d'être les premiers. Après, je suis conscient des contraintes qu'il y avait, de trouver un bon endroit, respecter le confinement dans ces endroits-là et tout. Les bulles, est-ce que c'est vraiment une bulle ou pas une bulle? Donc, au final, l'important, c'est le résultat, mais même le résultat, disons que je le trouve un peu mitigé. Parfait. Et justement, parlons du résultat. On va vous expliquer un peu le format que la CNPL a décidé. Tout d'abord,
pour parler des mesures, tu parlais des joueurs internationaux, que ça allait être un peu compliqué, mais pour les mesures de prévention, la CNPL a annoncé que chaque joueur devait rester au moins 14 jours en quarantaine dans son marché respectif. Donc, par exemple, un joueur d'Ottawa doit rester dans la région d'Ottawa au moins 14 jours en quarantaine avant le déplacement vers l'île du Prince-Édouard. Et par la suite, les joueurs doivent rester 14 jours en quarantaine à Charlestown. Donc, c'est Charlottetown, désolé. Donc, ça risque d'être un peu serré pour les joueurs, justement, là, qui espéraient, les joueurs internationaux qui espéraient venir à temps. Eh bien, le tournoi, c'est la semaine prochaine. Donc, ça risque d'être assez compliqué pour les joueurs internationaux. C'est ça. Pour ce qui est du format, la Ligue va débuter le 13 août, donc 2 jours après la finale de MLS, comme tu disais. C'est un format assez peu orthodoxe si on le compare aux autres ligues nord-américaines. Donc, si on le compare à la NWSL et la MLS, ça va être pratiquement toujours des groupes, donc pratiquement aucun match élimination directe à part la finale. Donc, pour débuter le premier tour, c'est les 8 équipes vont s'affronter une fois chaque pour un total de 28 rencontres. Et par la suite, les quatre meilleurs se dirigent au deuxième tour. Et encore une fois, chaque équipe s'affronte une fois pour un total de 6 rencontres. Et finalement, les 2 meilleurs de ce groupe vont s'affronter en finale pour remporter le titre de la saison 2020. Donc, la Ligue met d'office qu'après ce tournoi-là, il n'y aura pas de saison régulière, là. Donc, c'est pas un tournoi de reprise comme la MLS le prévoit. C'est vraiment la saison 2020 qui est jouée. Donc, logiquement, il va y avoir un laissez-passer pour la CONCACAF Ligue 2021. Donc, c'est vraiment un tournoi avec plus d'importance, on pourrait dire, que la MLS. Là, c'est pas seulement une place pour une Coupe continentale, c'est également la saison 2020 qui est en jeu. Daniel, est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau du format? Non, je pense que tu as bien résumé. Donc, en gros, il y aura 4 équipes qui vont jouer un minimum de 7 matchs, 2 équipes qui vont jouer 10 matchs et 2 équipes qui vont en jouer 11. Oui, exactement. Et la CNPL prévoit que le tournoi va être conclu en septembre, là. Donc, c'est en un... Oui? Oui, justement, les prêts qui ont été annoncés des clubs de MLS vers les clubs de CNPL, c'était jusqu'au 30 septembre, je crois. Donc, je pense que ça nous donne un indice assez clair là-dessus. Là. Oui, exactement. Et ça fait que les 2 meilleures équipes vont jouer 11 rencontres en environ 1 mois et demi. Là. Donc, les joueurs là, risquent d'être assez fatigués, merci, après le tournoi. Donc, c'est vraiment une saison express de 11 rencontres pour les 2 meilleures équipes respectives. Et vraiment, j'aimerais savoir ton opinion tout d'abord, là, Daniel, là, sur ce format de la CNPL lorsqu'il a été annoncé. Quelles ont été tes premières impressions là, face à ça? Eh bien, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient sur le fait que ça va être un tournoi comme un peu ce qui s'est passé dans les autres ligues nord-américaines. Donc, mes attentes n'étaient pas très élevées par rapport à ça. J'étais un peu déçu du format parce qu'il y a même des gens qui ont fait des jokes comme Cavalry va être premier de la première phase, premier de la deuxième phase, qui perdent en finale puis dire qu'ils auraient dû être champions. Donc, honnêtement, j'aime pas trop le format avec 2 phases comme une phase de championnat, une phase de mini-championnat puis une finale. Parce que tu peux être premier des 2 premières phases puis perdre en finale sur un but à la dernière seconde. En plus, c'est même pas en aller-retour, fait que c'est encore pire. J'aime pas trop le format. Je me rappelle, il y a des gens qui ont proposé un format alternatif, par exemple, qui aurait pu être de faire un championnat de 8 équipes et après ça, faire des quarts de finale 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6, comme un peu comme c'est le cas dans les playoffs de la Ligue nord-américaine. Déjà là, ça aurait été peut-être un peu mieux. Il y aurait eu un match de plus pour tout le monde. Puis un peu plus de piquant.
Après, moi, honnêtement, je trouve qu'un joueur qui a attendu 1 an pour jouer, là, presque, 285 jours pour être plus précis, entre la fin de la saison dernière et le début de cette saison-ci, quelqu'un qui a attendu 285 jours puis qui joue 7 matchs seulement en 2020, je trouve pas ça fort. Puis quelqu'un qui se blesse au début du tournoi, ben bonne chance. Honnêtement, je répète, là, moi je pense qu'on aurait peut-être pu faire ça un peu plus long, faire aller-retour, 14 matchs pour tout le monde. Puis déjà, ça aurait été un peu plus intéressant. Là, il y avait aucune raison de terminer. Ben, aucune raison. Il n'y a peut-être pas, quant à moi, des raisons de se dépêcher pour terminer le 30 septembre. On avait pu terminer le 30 octobre, puis faire durer la saison un peu plus longtemps, là, ou la faire commencer plus tôt. Mais ça, c'est maintenant, on peut pas retourner dans le passé. Il paraît d'ailleurs que justement, après la saison, on va peut-être avoir quelque chose d'équivalent pour le championnat canadien, la Voyageurs Cup, là, si on aura un tournoi. Ça expliquerait pourquoi les prêts sont jusqu'au 30 septembre, parce que peut-être justement les clubs de MLS veulent pas que les joueurs puissent les affronter dans le championnat canadien. Je trouve ça quand même légitime, là. Donc ouais, je suis pas très satisfait du format actuel. Je trouve que faire 2 phases de championnat, c'était pas fort, là. Et toi, t'en penses quoi? Ben, c'est sûr qu'au moins, il faut leur donner que le format est assez original. Je pense que personne s'attendait à avoir ça. Mais c'est sûr que mettre un deuxième tour, je trouve que ça aurait été peut-être mieux à la limite, comme le fait la NWSL, et on a vu des surprises grâce à ça, mais c'est de débuter vraiment avec le premier tour, un peu dégourdir les joueurs, parce qu'on s'entend qu'ils ne vont pas avoir de match de pré-saison. Donc, le premier tour pour dégourdir tout le monde s'affronte à une reprise, et par la suite, avec le classement que ça nous donne, le deuxième tour, c'est vraiment des matchs d'élimination directe. Donc, comme tu l'as dit, le premier affronte le huitième, le deuxième, le septième, etc., etc. Donc, ça aurait pu être vraiment intéressant. C'est sûr, au niveau de la durée, pour une saison, on espère que ça soit plus que 7 matchs. Imaginez les 4 derniers qui, leur saison va se résumer à 7 matchs. C'est très peu, mais je crois. Mais en même temps, j'aurais mal vu les joueurs rester 2 à 3 mois à Charlottetown. Je trouve que pour les joueurs, pour leur famille, c'est assez crève-cœur, et au moins la Ligue a pensé à ça. Je pense que la Ligue aurait pu au moins essayer de faire durer le tout, et au moins laisser l'avenir nous dire si c'est le temps de faire jouer les joueurs à travers les villes. Mais je trouve que vraiment, ça montre qu'est-ce que la Ligue avait en tête. C'est vraiment de jouer la saison 2020 à Charlottetown. Et je trouve que la Ligue se met des barrières, mais en même temps, on s'entend que je pense pas que ça va être en octobre que tout va être réglé. Mais non, c'est ça, c'est assez court, merci. Et en plus que c'est pas tous les joueurs de toutes les équipes qui vont pouvoir jouer, là, les joueurs internationaux, c'est pratiquement sûr que la majorité vont pas y être. Donc c'est assez décevant. Mais c'est ça. Au moins, il y a une saison, il y a pas eu complètement de pause. C'est sûr qu'on a senti que les fans perdaient le momentum petit à petit, mais là, au moins, on voit qu'il va y avoir du soccer canadien, et ça, je pense que c'est le principal. Mais comme tu l'as dit, peut-être que le fait que la Ligue finisse aussitôt, et aucun futur par la suite pour la saison 2020, peut-être ça cache qu'est-ce que Canada Soccer a en tête pour le championnat canadien. Et donc, on jugera par la suite. Mais non, c'est assez intéressant comme format. Je pense que personne ne s'en attendait. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais vraiment, reste à voir quoi le talent sur le terrain. C'est ça le principal. Je pense que si on compare à la MLS, avant le tournoi, là, même quelques jours, quelques heures avant le tournoi, on était assez anxieux, et je pense que dès que la machine est partie, on a retrouvé notre bonne vieille MLS. Donc c'est bien. Puis, dernière opinion, au niveau des procédures assez strictes de la CNPL, de mettre 14 jours à la maison et 14 jours à Charlottetown. Certains peuvent penser que c'est exagéré, ou du moins là,
assez intense. Mais si on regarde qu'est-ce que la MLS a eu à subir avec des équipes comme le FC Dallas ou même Nashville qui ont été éliminés d'office, je pense que la CanPel peut pas se permettre ça avec seulement 8 équipes. Donc, je pense que ils ont mis la prudence avant tout. Et je pense qu'en temps de COVID-19, là, c'est le principal. Donc, c'est ça au niveau de mon opinion. Et je sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça ou si t'es d'accord. Eh bien, oui, pour revenir aux règles strictes pour la bulle, ben, les clubs, comme tu as dit, vont devoir accueillir les joueurs chez eux dans la ville du club 14 jours. Donc, pour les joueurs internationaux, au moment où l'annonce a été faite, c'était déjà limite. D'ailleurs, depuis, on a eu quelques annonces de joueurs qui vont pas continuer. Même, il y a même des joueurs canadiens qui ont dit qu'ils vont pas continuer cette année parce qu'ils ont d'autres projets et que ça leur tente pas nécessairement d'aller un mois dans un endroit fermé, là. Également, là, les clubs vont se déplacer en vol nolisé, là, en vol charter entre leur ville d'origine et Charlottetown. Ça tombe bien, justement, toutes les villes ont un aéroport, donc il y a WestJet qui est un des commanditaires, donc il y a toujours moyen de s'arranger. Puis après ça, c'est sûr que l'île du Prince-Édouard, ça devait être une de ces conditions. Mais ça devait être probablement ce qui a fait durer un peu plus les discussions parce qu'on va être dans une place qu'il faut attendre 14 jours là-bas. Et même la bulle là-bas, comment elle va se faire, les joueurs puissent s'entraîner et tout. D'ailleurs, on a oublié de le mentionner, mais le stade, c'est le stade de l'Université de l'île du Prince-Édouard, là, qui a un terrain synthétique, mais qui répond aux exigences de la FIFA, là. C'est-à-dire, actuellement, c'est l'Université de l'île du Prince-Édouard. Ils nous avaient dit qu'ils allaient justement ils allaient arranger le stade. Là. Il y a peut-être des petits trucs à régler pour qu'il soit. D'ailleurs, normalement, David Callahan a dit qu'il ne devrait pas y avoir de fans. Donc, ça, c'est un peu dommage, là, parce que tant qu'à être dans une bulle, ça aurait pu être intéressant que les gens, les fans locaux, même en nombre limité, puissent assister. Mais honnêtement, d'un point de vue sanitaire, j'ai aucune inquiétude, là. L'île du Prince-Édouard avait très peu de cas. La situation est quand même stable au Canada et je veux dire, ça reste une île, là. Donc, je m'en fais pas du tout, là. C'est juste, moi, j'en fais surtout pour, comme je t'ai dit, pour le nombre de matchs, là. Pour un joueur, est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer 7 matchs en 2020? OK, même si on va dire le championnat canadien après, là. Le championnat canadien, je suis pas mal sûr qu'il se fera pas en aller-retour, là. Donc, ils vont jouer un match de plus. Il y a des équipes qui vont jouer un match de plus. C'est 8 matchs. T'attends un an pour jouer 8 matchs. Surtout dans une ligue où on veut avoir un modèle qui est basé, entre autres, sur le transfert des joueurs, là. Qui va recruter un joueur après 8 matchs, là? Puis, quelqu'un qui est blessé au début du tournoi, il n'y aura pas le temps de se rétablir avant la fin, mais surtout si son équipe sort après les 7 matchs, là. Pour ça, honnêtement, que je suis un peu sceptique par rapport à ça, puis que sur l'avenir de la Ligue par la suite, là. Ouais, puis on le voit vraiment que la Ligue a quand même voulu mettre, c'est plate à dire, mais un maximum de matchs dans un temps assez court. Je pense que la Ligue a fait du mieux qu'elle pouvait parce que vraiment, 11 matchs en un mois et demi, c'est quand même vraiment beaucoup. Mais en même temps, c'est dur de garder les joueurs, tu l'as dit, dans un milieu fermé, là, plus de 2 mois, là, ça devient assez difficile. On l'a vu. On l'a vu, il y a des joueurs qui ont dit qu'ils ne voulaient pas y participer et c'est bien normal, mais on l'a vu aussi en MLS. Je suis tanné de mes comparaisons avec la MLS, mais c'est un peu le précédent qu'on a en Amérique du Nord au niveau masculin. Et vraiment, non, on a vu que des joueurs importants ont préféré ne pas y aller, soit pour des raisons personnelles, donc familiales, ou même pour vraiment pas nécessairement besoin de raison. Là. Je pense que si tu le files pas pour ta santé et tout, faut vraiment t'écouter là-dedans. Mais on a vu des Lucas Cavallini, on a vu des
des joueurs comme Carlos Carlos ou même des blessures que finalement tu pensais être seulement rétabli à la moitié, le joueur préfère ne pas y aller. Donc, c'est des gros joueurs et il faut s'attendre quand NPL, il va y avoir des gros joueurs également qui vont pas y être. Je pense que c'est normal. Même au niveau féminin avec la NWC, il y a eu des grosses joueuses qui n'ont pas fait partie du tournoi. Je pense qu'il faut s'y attendre, mais je pense que ça ne va pas rendre le tournoi moins intéressant à cause de cela. On a vu qu'avec la MLS, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça va être la même chose avec la KNPL. Je pense que nous, les partisans de soccer canadien, on a tout simplement hâte de voir des joueurs sur le terrain, sur le sol canadien, des joueurs professionnels. Et j'espère que pour les joueurs qui vont prendre du plaisir, que l'anxiété avec tout l'environnement et tout va disparaître petit à petit au cours du tournoi. Et je suis sûr qu'on va avoir du soccer de haut niveau, j'en doute pas. Et ça va mettre vraiment ça va vraiment mettre le momentum pour un championnat canadien par la suite qui risque d'être assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça, après le tournoi, la seule partie de la saison qui va rester, c'est le championnat canadien, n'est-ce pas, Daniel? Oui, en fait, on risque d'attendre qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Je crois que ça avait été annoncé que les clubs semi-pro vont pas participer, non? Cette année. Il me semble qu'il y avait eu une annonce là-dessus, puis qu'ils vont être qualifiés pour l'année d'après, là. Ouais. Il me semble qu'il y avait eu une annonce de Canada Soccer ou Soccer Canada, je sais plus comment on l'appelle en français, l'Association canadienne de soccer. Là. Mais il y avait eu, il me semble, un communiqué par rapport à ça, que les clubs semi-pro ne participeront pas pour l'édition 2019, mais seront qualifiés pour l'édition 2020. Là. L'édition 2020, et qui vont être qualifiés. Oui, il me semble qu'il y avait eu quelque chose, un communiqué par rapport à ça. Oui, puis malheureusement, j'ai pas vu passer le communiqué, mais ça serait très logique parce que tu peux pas demander à des joueurs semi-pro d'aller dans un milieu fermé pendant quelques semaines. Il y en a certains dans le semi-pro que c'est pas leur emploi à temps plein. Il y en a d'autres qui sont sur les bancs d'école, donc vraiment c'était impossible rendu là. Et je pense que c'est la meilleure façon d'un peu de les compenser, de leur dire que leur place est de mise pour la prochaine édition et je pense que c'était le minimum à faire. Oui, il y a eu un communiqué pardon, là-dessus. Ça va être avec les 8 clubs de CanPL, les 3 clubs de MLS. Et que les 2 clubs Toronto Masters FA et Blainville vont être qualifiés pour 2021. Ça y est bien eu un communiqué là-dessus. Malheureusement, j'ai pas la date du communiqué, mais je viens de le trouver. Aucun problème. Et d'ailleurs, tu parles de prochaine édition. Selon toi, là, j'aimerais ça t'entendre sur le futur de la CanPL, sur les conséquences que cette année-là, 2020, a eu sur la Ligue et même sur le soccer canadien en général. Là. Ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, je pense que ça va affecter peut-être les transferts des joueurs. Parce que là, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu se montrer et tout sur une saison et qui n'auront peut-être pas l'occasion de le faire. Également sur le sort des joueurs étrangers, là, parce que si, tout dépendant comment ça va se passer cette année, je veux dire, au niveau de la gestion sanitaire du COVID, est-ce qu'il va y avoir un vaccin, etc., ça peut affecter beaucoup la présence de joueurs étrangers pour les prochaines années. Aussi par rapport à l'association des joueurs, là, parce que la Ligue n'est toujours pas reconnue. Est-ce qu'il va y avoir des changements là-dessus? Ça pourrait affecter la volonté des joueurs étrangers de venir dans la Ligue. Plusieurs éléments, je pense, qui vont affecter autant au niveau financier que sportif. Là. D'ailleurs, financier, on y reviendra, mais la Ligue a pris quelques initiatives pour remédier à ce problème. Mais au niveau sportif, c'est sûr que c'est pas super intéressant de jouer dans une ligue où tu as 7 matchs à jouer. Là. C'est incontestable. Je veux dire, t'attends pas 6 mois, 1 an presque pour jouer, te ramasser avec 7 matchs. C'est peut-être pour ça que des joueurs vont ailleurs. Il y a Ugariza, il y a une couple de joueurs étrangers qui sont en train d'annoncer qu'ils ne viendront pas et ça risque d'aller en augmentant. Là. Beaucoup de rumeurs qu'on entend à ce niveau-là. La Ligue les clubs vont confirmer. De toute façon, également, faut
pour reconnaître quelque chose, ben, il y a beaucoup de joueurs canadiens actuellement qui vont vouloir signer parce que des fois en Europe, ça n'a pas repris ou qui veulent être à l'abri, qui sont peut-être rentrés au Canada pendant la crise, puis qui n'ont pas nécessairement l'intention de retourner en Europe. Donc, je pense qu'en contrepartie, il y a beaucoup de joueurs canadiens qui sont disponibles. Regarde, il y a beaucoup les clubs canadiens de USL League 2 n'ont pas pu participer. USL League 1, le Toronto FC non plus. Donc, ils ont prêté des joueurs. Donc, il y a quand même beaucoup de joueurs canadiens disponibles. Il ne faut pas se le mentir. Oui, exactement. On voit vraiment qu'il y a les deux côtés de la médaille. D'un côté, il y a les internationaux qui préfèrent peut-être ne pas venir, surtout que la saison européenne est sur le point de recommencer là, dans quelques semaines. Et d'un autre côté, il y a les Canadiens qui, justement, sont au pays et peut-être préfèrent jouer dans la CNPL là, pour la prochaine saison que pour des raisons de santé et peut-être même professionnelles. Donc, vraiment, il y a les deux opportunités. Effectivement. D'ailleurs, j'ai une question pour toi par rapport à la gestion de l'effectif et les conséquences que ça pourrait avoir par rapport à la longueur, la durée du tournoi et tout. Oui. Actuellement, on a une saison de 7 matchs minimum et tout. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit un tournoi condensé, ça va permettre à des joueurs de jouer et peut-être il y aura des joueurs qu'on aura l'occasion de voir comme Thomas Hassel, par exemple, à la MLS Cup, MLS is Back Tournament, ou au contraire, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs, ben, il y a moins de chances que les joueurs se blessent, donc ça risque d'être souvent le même effectif, puis ça laissera peut-être moins la chance à des joueurs moins connus. Ben, c'est sûr que moi, j'ai l'impression là, que le premier tour va être assez rapide. J'ai l'impression que puisque le tournoi va durer seulement un mois un mois et demi, et que sûrement que la Ligue va vouloir faire reposer les joueurs avant le deuxième tour et avant la finale, je pense vraiment que le premier tour va peut-être se jouer en même pas 3 semaines. Là. Je pense que ça va être un rythme assez intense, peut-être un match aux 3 jours. Donc, oui, logiquement, qu'est-ce qui est positif, c'est que les équipes n'auront pas trop le choix de tourner. Donc, ils vont avoir besoin de profondeur. Et je pense que justement, ça va nous permettre de découvrir des joueurs là, lors de ce premier tour. Et vraiment, je pense qu'il y a des équipes qui vont créer la surprise. Vous allez en parler à Adi et toi là, la semaine prochaine, mais avec une présentation des équipes. Là, mais vraiment, là, on risque d'avoir de nouveaux joueurs peut-être qu'on ne s'attendait pas, ou peut-être qu'ils vont vouloir rebondir de la saison 2019. Là. Donc vraiment, oui, pour ma part, je suis certain qu'on va voir la profondeur des équipes et je pense même que ça va jouer un rôle important dans les 4 équipes qui vont passer. Je ne sais pas si tu es du même avec moi. Ben, moi, je pense que ça va dépendre, parce que là, malheureusement, on n'a toujours pas le calendrier. On sait juste que ça va commencer le 13 août. Ça, Oui, c'est un autre problème, justement, de la Ligue. Là, on enregistre le 4 août 2020 et on n'a toujours pas le calendrier pour un tournoi qui est supposé commencer dans moins de 2 semaines. Malheureusement, on attend encore. Ils avaient dit dans quelques jours, puis là, les quelques jours sont devenus une semaine ça quasiment. s'accumule. Effectivement. Là, donc, ouais, moi, je pense que ça dépend du rythme des matchs, mais j'ai l'impression que c'est plus facile peut-être de. Ben, c'est vrai que dans un tournoi, il y a le fait tu sais, d'enchaîner les matchs, d'avoir un rythme élevé, ça fatigue beaucoup de joueurs, comme à la Coupe du Monde, des équipes décimées et tout. Donc peut-être qu'on aura ce genre de dynamique et que ça va laisser la chance à des jeunes joueurs de se faire connaître. Et de toute façon, les surprises, il y en a tout le temps, là. Puis c'est bien ça aussi. L'année passée, il y en a eu beaucoup dans la Ligue. Donc c'était une bonne chose, là. J'espère que cette année, ça va être la même chose. Autant au poste de gardien qu'en défense, qu'au milieu, qu'en attaque. Je veux dire, les équipes, on en parlera la semaine prochaine, de la profondeur des effectifs, mais moi, je pense qu'il y a quand même de la qualité cette année. Oui, exactement. Je pense vraiment que ça va être un tournoi très intéressant. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Il y a des équipes qu'on n'attend pas, que c'est clair qu'ils vont faire un tollé lors de ce tournoi. Je pense que toutes les équipes veulent se prouver et surtout, je pense que toutes les équipes vont être motivées. Les joueurs vont être prêts et je pense qu'on va avoir du spectacle dès la première journée parce que vraiment, tu as la possibilité de seulement faire 7 matchs. Donc, c'est sûr que les joueurs vont tout donner.
Et je pense que c'est pour ça là, que ça va être un excellent tournoi. Moi, j'ai vraiment pas peur de ça. Je suis sûr que ça va être un excellent tournoi. Je pense que tous les partisans de soccer canadien vont se régaler. Faut juste avoir accès à One Soccer. D'ailleurs, Daniel, est-ce que tu as des infos? Est-ce que les matchs vont seulement se jouer sur One Soccer ou tu as entendu parler que ça va être, pourquoi pas, sur CBC ou des choses comme ça? Officiellement, il n'y a rien qui peut être CBC, mais je sais que même quand il y a eu des reportages à Charlottetown, les gens parlaient de CBC, là, donc je pense qu'il y a de l'espoir pour ça. Justement, pour One Soccer, cette année, il va falloir prendre l'abonnement annuel. Je les comprends un peu, honnêtement, là, parce que si on prenait seulement l'abonnement mensuel, ben, tout le monde va prendre juste un mois puis il paiera pas pour le reste de l'année. Et eux, ils ont d'autres produits qu'ils ont développés. Là. Le championnat mexicain reprend. Il y a l'équipe nationale, il va y avoir des matchs et tout. Donc, je les comprends de vouloir vendre leurs autres produits. Pour ça, il faut que les gens soient abonnés. Et l'abonnement à la journée ou au mois, ben, c'est peut-être pas le modèle à prioriser cette année. Ça pourrait peut-être fonctionner à nouveau quand il y aura une saison qui s'étale sur plusieurs mois. D'ailleurs, la Ligue a mis en place The Collective, qui est comme un peu le regroupement de tous les fans, de tous les supporter groups, de tout le Canada. En fait, il y a comme un badge avec le logo du collectif pour chaque club. Et qu'est-ce que ça permet? C'est de devenir comme un membre fondateur, de choisir son away jersey, d'avoir un abonnement. Non, excusez-moi, pas juste son away jersey, son maillot domicile ou extérieur. Avoir un abonnement annuel pour One Soccer et d'autres avantages comme l'accès hebdomadaire aux joueurs, aux coachs et tout. Je crois que c'est comme un chat qu'ils vont mettre en place et avoir son nom et sa photo qui va être dans une murale permanente, comme une mosaïque avec les noms, les faces de tout le monde qui a contribué. Donc, actuellement, je veux dire, c'est au coût de 165$ plus taxes pour les membres qui ont acheté un billet de saison et 185 plus taxes pour ceux qui n'ont pas de billet de saison. Donc, on comprend que la Ligue actuellement, vu le contexte économique, veut survivre. Puis c'est quand même légitime, je veux dire, si on les comprend là, dans les circonstances, que ce soit à travers Ouais. One Soccer ou ce genre d'initiative, ils ont besoin de survivre. Oui, exactement. Et la Ligue, t'en parlais, c'est important. Toutes les demandes sont légitimes parce que la Ligue doit survivre. Mais c'est aussi au niveau des clubs, on s'entend, il y a eu beaucoup de dépenses pour vraiment, on le sait, avant qu'une équipe mette le pied sur le terrain, il y a énormément de dépenses. Et tout de suite, un an après le premier match de cette équipe-là, elle doit passer par logiquement là, une crise financière liée à la COVID-19. Là, donc, on espère que les 8 clubs vont rester dans la course pour très longtemps. Et on veut surtout pas que ça fasse comme un peu les débuts de la MLS où est-ce que 2 clubs ont été retirés assez rapidement. On veut vraiment bâtir sur du solide et je pense que la CNPL le veut aussi. Il y en a certains au début qui doutaient de la Ligue et je pense que ça serait désastreux que quelques équipes là, débarquent du bateau après seulement quelques années. Donc, on espère que les équipes vont garder la tête haute, les joueurs également, la Ligue aussi. Parce que sans Ligue, il n'y a pas d'équipe. Donc, vraiment, il y a encore beaucoup de flou autour de la Ligue. On a quand même eu des précisions. Je pense que lors du prochain podcast, lors de nouvelles informations, que ce soit à l'extérieur du terrain ou à l'intérieur avec les calendriers. Donc, ça risque d'être intéressant. D'ici le début du premier match, il reste encore beaucoup de choses à préciser. Je pense que CSLRA va être là pour vous tenir au courant. Sinon, Daniel, rien à ajouter avant de terminer? Non, ben, je vais juste inviter nos auditeurs à se préparer à un épisode spécial la semaine prochaine où on va présenter chaque équipe. Là. Donc, quelques jours avant le début du tournoi. Là. Ça va être le tournoi commence le 13, donc on va vous présenter ça juste avant le début de la saison. Puis vous aurez les effectifs à jour avant le début du tournoi. Donc, je vous invite, vous préparer là-dessus. On va vous
faire un épisode spécial, puis on est très enthousiaste à ça. Là. Ça risque d'être très intéressant. C'est le podcast à ne pas manquer pour être fin et prêt pour le début de ces Highland Games. Donc, ça risque d'être très intéressant, que ce soit votre podcast ou la saison 2020 là, de 1 mois et demi. Sinon, merci à tous de nous avoir écoutés encore cette semaine, chers auditeurs et auditrices. Merci pour tout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager et si jamais vous avez des demandes spéciales, à nous les faire parvenir, soit en privé ou en commentaire. Donc, merci pour tout et on se dit à la semaine prochaine.